chaîne qui donne envie d'agir. Et nous sommes le 17 octobre 2018 en compagnie des BTS Communication deuxième année de l'école Pigier de Saint-Herblain. Et il y a toujours de l'ambiance. Ouais, parce que c'est une émission de radio, de télé, et c'est aussi un événement, et on aime bien faire du bruit. Voici notre deuxième invité dans le cadre de cette émission au thème Tous égaux, et c'est Maëva qui nous le présente. Alors oui, notre deuxième invité est Christophe Colognon, qui est un homme accueillant, souriant, qui a accepté de partager avec nous sa vision d'entreprise. Et qui est directeur de Sens Collectif. Et qui est directeur de Sens Collectif. Christophe Collignon est notre invité. Bonjour. C'est un vrai plaisir là aussi de vous retrouver. On se connaît depuis plusieurs années et c'était peut-être le moment idéal pour vous inviter, pour parler de Lego, Christophe, parce que c'est votre rayon ça. Lego peut-être, ouais, mais ça, on va voir. En tout cas, vous avez plein de choses à dire sur le sujet, voilà. Ça je le sais. Bienvenue à vous. Lily. Bonjour. Donc je vais commencer tout de suite. Donc vous avez une vingtaine d'années, vous êtes dans une grande école de commerce et vous n'êtes pas encore diplômé, que vous avez déjà votre CDI dans la poche. Vous ne pouvez pas attendre. Oui, comme vous ne pouvez pas attendre. C'est pas qu'on ne peut pas attendre. Des fois, il y a des opportunités et puis ça se refuse pas. J'étais dans une entreprise qui m'avait proposé de développer le marché américain et de m'installer en partie à New York. Donc c'est vrai que le stage a un peu dérapé. Okay. Et on peut se demander du coup si au final l'anticipation c'est pas l'histoire de votre vie. C'est la conclusion en intro. Voilà, merci, c'est vachement facile. Voilà, accrochez-vous. Apportez un café à Christophe. Je suis effectivement de temps en temps un petit peu pressé, alors peut-être un peu en avance sur les mouvements, on verra ça tout à l'heure. Oui. Maëva. D'accord, donc vous êtes dans les sports pendant une dizaine d'années. Vous travaillez dans une cinquantaine de pays, rien que ça. S'il y avait un pays à retenir, lequel vous a plus marqué? Alors, c'est pas forcément les pays qui ont marqué, ce sont les gens. D'accord. Moi, j'ai adoré les personnes avec qui j'ai travaillé au Canada. J'ai bien aimé aussi l'agent avec qui je travaille en Israël. J'ai bien aimé des personnes dans différents pays du Golfe. Et en fait, ce sont les rencontres qui comptaient beaucoup. Même si quelques découvertes de pays en passant sont très agréables aussi. Qu'est-ce que ces pays, ou en tout cas qu'est-ce que ces personnes de ces pays différents avaient en commun qui vous séduisait tant? Je pense que c'est l'authenticité, c'est la façon dont ces personnes ont pu faire leur travail, comment est-ce qu'elles engageaient leurs équipes. Donc je me suis nourri de ces rencontres. Et un moment particulier là qui vous a marqué? Faites quoi, vous, je pense que c'est les mélanges pays. de temps en temps. Il y a un point qui m'avait marqué dans certains pays, c'était le mélange qu'ils arrivaient à faire entre les amis, la famille, les entreprises. Et moi, je pensais qu'il fallait que ce soit tout séparé, qu'il n'y ait pas d'émotion à l'intérieur de l'entreprise. Et là, j'ai vu que ça pouvait fonctionner totalement différemment ailleurs. Et pendant cette période, vous avez dit, avant 30 ans, il faut que je crée quelque chose. Ça répond à quel besoin? Ça répond à une croyance. En fait, j'ai été marqué par l'histoire de mon grand-père qui avait créé une entreprise dans les Vosges, donc une grosse papeterie, et il fait des produits qui s'appelaient Extendo, donc on pouvait ranger des documents. Et ça avait un peu disparu avec la mort de mon grand-père, avec une passation, mais j'avais vu l'usine, j'avais vu plusieurs fois, et puis j'avais été avec ma grand-mère, je voulais toujours aller visiter cet endroit, et j'avais rencontré des gens qui m'ont dit, tu sais, ton grand-père, il aimait les gens. Ça m'avait beaucoup marqué. Je me suis dit un jour, waouh, ça a l'air génial de pouvoir monter une entreprise. Donc tout petit, je me suis dit, ça a l'air vachement bien. Donc pour vous, aimer les gens, c'était synonyme, c'était forcément en relation avec monter une entreprise? Je ne sais pas comment j'ai fait ce mélange à l'intérieur de ma tête. Ça, il va falloir peut-être aller chercher un truc. Ouais, ça tombe bien, on a un psychothérapeute avec nous, Jean-Philippe Magnin, dans une seconde. Bon, alors on lui demandera tout à l'heure. Ouais. Guadez. Du coup, en réponse à ce besoin, vous décidez de créer votre propre start-up. Finalement, le projet ne dure pas. Vous devez trouver un autre job assez rapidement. Vous envoyez plus de 200 CV par semaine. Logiquement, vous en trouvez un et encore heureux. Mais vous continuez quand même de chercher parce que ce travail ne vous épanouit pas vraiment. Et finalement, vous tombez sur une annonce qui est hyper mal écrite, vous nous l'avez dit. C'est quoi pour vous cette annonce hyper mal écrite ? C'est une annonce qui recherchait quelqu'un, donc en fait qui disait tout et son contraire, qui recherchait une espèce de mouton, non pas à 5 pattes mais peut-être à 8 ou 9. Et donc je me suis dit c'est pas possible, ils vont jamais trouver quelqu'un. Ça se trouve personne n'a répondu. Donc le mieux c'est de tenter. Et en fait c'est de tenter ma chance parce que finalement je rentre pas dans les cases mais c'est pas grave, probablement ils ont personne. Et c'est à peu près ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a donné la chance de pouvoir prendre la direction d'une filiale qui se crée parce que sinon
peut-être qu'on m'aurait pas donné cette chance-là. J'étais un peu marqué commerce, export. Et donc là, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un groupe qui effectivement, alors, j'ai eu l'explication après, c'est qu'il y avait deux équipes qui s'affrontaient à l'intérieur de l'entreprise, donc ils n'avaient pas la même vision de la personne qu'il fallait prendre. Ah, bah c'est bien. Et Tant ce mieux que je pour me vous. souviens, votre première impression que vous nous avez livrée, c'était à la lecture de l'annonce, soit c'est pourri, soit ils savent pas faire. C'est ça. Ouais, c'est pas très gentil, mais je pense que c'est quand même vrai. On n'a pas donné le nom de la parle- start-up pour non, l'instant. On hein. parle de l'annonce en l'occurrence, et on parle bien de l'annonce. Mais c'est que voilà, le doute, il est où le piège en fait? C'est un peu ça la question qui se pose au départ. Non, en fait, il faut aller voir. Je crois qu'il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise rencontre, et donc en fait, ça vaut le coup d'aller voir. Il n'y a pas de mauvaise rencontre. Non. Ça n'existe pas. Alors, je ne pense pas. Non. Quel que soit ce que vous vivez, vous êtes quand même un audacieux. Cette expérience nous le montre. Et puis tout au long de votre parcours, vous poussez Alors, des portes Ouais, ou un inconscient. ou un inconscient. Faut voir. Oui, il y a un côté même pas peur en fait chez Christophe Collignon. C'est on y va? Oui, on y va, pas de Ouais. souci. Il y a des choses qui vous font peur, qui vous font. Vous avez des sueurs froides dans votre parcours? Non, pas vraiment. En fait, d'abord, je me dis toujours, si ça marche pas, je ferai autre chose. Enfin, c'est pas très grave tout ça. C'est que c'est du travail. S'il y a des choses qui sont importantes, ça se place plutôt à la maison, dans les familles, les amis. Le travail, c'est un moyen. Il faut qu'on le fasse très bien. Il faut qu'on soit très heureux là-dedans parce qu'on y passe beaucoup de temps. Mais il n'y a pas mort d'homme. Hein. J'étais pas sur un terrain de combat. On n'est pas, c'est Ludovic Leray qui en parlait tout à l'heure dans la pré-émission. On est en bonne santé, on est dans un pays où on est libre, où on peut prendre ses changer. responsabilités. Ça vous parle, ça aussi? Tout à fait. On peut à la fois essayer et à la fois s'arrêter. Loïs, Donc à 36 ans, vous arrivez chez un mutualiste qui vient juste de créer IMA Technologies. Vous vous dites qu'il y a tout à faire, il y a plein de soucis et je cite, c'est génial. Comment c'est possible d'allier le génial et plein de soucis dans une même phrase? paradoxe aussi en plus, non? Oui, en fait, c'est une entreprise donc, qui devait se créer. C'est une filiale donc, de Intermutuelle Assistance qui est à Niort. Et puis, ils ont décidé d'externaliser un certain nombre, dans leur propre filiale, un certain nombre d'activités, soit qu'ils ont du mal à faire, soit qu'ils ont envie de créer, tout un tas de trucs, soit qu'ils ne veulent pas faire, soit qu'ils n'arrivent pas à faire. Et donc, la liste de courses est énorme. L'enjeu pour moi est je trouve ça assez génial parce que justement il y a tout à faire. Et donc ça remplit complètement l'ambition que j'avais à ce moment-là, c'est de dire j'ai envie de créer et donc je me retrouve dans une posture de création d'entreprise à l'intérieur d'un groupe parce qu'effectivement Avec la même liberté que si vous créiez Ex Nihilo en votre propre nom. avec beaucoup de liberté parce qu'en fait rien n'était cadré, donc en fait il fallait le Ce qu'il fallait faut le faire. préciser, vous arrivez, il y a juste la structure, il y a juste le statut en fait qui est créé. Je ne veux pas dire que c'est une coquille vide, mais elle n'attend que de C'est grandir en fait. une coquille totalement vide, puisqu'en fait la structure juridique est créée pour autre chose. On récupère le nom de la structure juridique pour en faire autre chose. C'est ça. Donc, et je suis le premier salarié, et donc voilà, ça démarre Commencez comme par ça. quoi en arrivant? Par essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Et ça m'a mis un peu de temps. Par essayer de rencontrer, de comprendre comment ça fonctionne, ça m'a mis aussi du temps. C'est simple ça quand même. Il faut atteindre tel chiffre d'affaires, monsieur. Débrouillez-vous, non? C'est pas Non, si c'est simple. plus compliqué que ça. Oui, c'était plus compliqué parce qu'en fait, il y avait certains de leurs clients et actionnaires avaient envie de les emmener sur des métiers qu'ils ne faisaient pas, qu'ils ne connaissaient pas, et dans lesquels ils avaient dit mais bien sûr, pas de problème. Dans 6 mois, on vous fait une société qui fait de la télésurveillance d'habitation, sauf qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais tout va bien. Il faut quand même aimer le change quand même. Oui, Voilà. je dis, j'étais venu pour ça. Vous aimez beaucoup les défis et finalement, avec IMA Technologies, on peut dire que c'est un peu une histoire de challenge. Et ça tombe bien parce que vous avez une grande histoire de challenge avec l'histoire Peugeot. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé? C'est quoi le défi Peugeot concrètement? Oh, le défi, c'était encore une histoire très drôle. Il arrive que Peugeot s'est brouillé avec un de ses fournisseurs qui est en Allemagne, à Erfurt, et puis ils ont sur cette plateforme en Allemagne des gens qui répondent à ces sollicitations techniques de leur garage pour des systèmes complexes. Au fur et à mesure, en fait, Peugeot, avec la montée en complexité de ses produits, a conclu qu'il n'était pas possible de former l'ensemble des techniciens dans les garages. Et donc ils ont une plateforme technique pour revenir pallier à cette absence de connaissances terrain et de façon à résoudre les problèmes et à redescendre la connaissance. Et là ils se sont fâchés avec ce fournisseur en Allemagne et en 3 mois on doit trouver
120 personnes en 6 langues qui sont des experts techniques automobiles et qui peuvent être à la fois donc des bons techniciens d'atelier et connaître les systèmes par ordinateur et connaître l'électronique et parler plusieurs langues et voilà. Et là, Christophe, il dit oui, pas de problème. Même pas mal. Presque. Même pas peur. Presque. Oui, voilà, on était tous Non, embarqués mais là, en il y a disant... eu un peu de sueur là quand même. oui, sur le moment, on s'est dit, comment on va faire? De toute façon, on va commencer, puis on verra bien. Élie? Oui, donc vous enchaînez les succès avec Ouest France et la Française des Jeux. Et puis en 2011, vous avez une prise de conscience. Vous faites quel constat à ce moment-là, en 2011? Alors, on est dans une activité qui est une activité de centre d'appel, donc qui est très concurrentielle, avec des renseignements, même s'ils sont complexes, ça reste un système donc très organisé, très processé. Et puis on fait le constat, il y a plusieurs constats. Un, c'est qu'il y a des centres d'appel qui se montent dans différentes parties du monde et qui sont franchement beaucoup moins chers. Donc c'était le Maroc, mais ça commençait à se développer, donc Madagascar. Le deuxième constat, c'est qu'on a beaucoup grossi. Nous sommes 350. On est parti de 1, on est arrivé à 350. Et finalement, on commence à se faire beaucoup moins plaisir. On commence à trouver un peu de difficulté à se comprendre, des conflits. Moi, pas toujours beaucoup de plaisir à revenir au boulot parce qu'en fait, on arrive à trouver des systèmes qui ne nous conviennent plus. Donc le climat social est un peu tendu. Le climat social commence à devenir tendu. Il y a de la colère, on gagne pas un rond. On gagne pas un rond en plus. Ça, c'est extrêmement dangereux pour une entreprise. Ça peut se finir très vite. Même si on est dans un grand groupe qui a des sous, ils ne sont pas là pour subventionner toutes leurs filiales. Et puis surtout, on se fait plus plaisir. Ouais. On se dit, il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Je veux dire, plus on rentre des process, plus on organise, moins ça fait plaisir. Et pourtant, c'est pas défaut d'avoir essayé, parce que vous sentez ça, et pourtant vous tentez de soigner l'ambiance en mettant en place une salle de sport, un restaurant d'entreprise, une magnifique terrasse avec un baby-foot. Ça doit être classique, n'empêche que vous mettez en place des choses. Mais ça doit suffire, ça, normalement, non? Ouais, normalement, oui, sauf que je me dis, j'ai fait 2 erreurs. J'ai fait des erreurs, en tout cas. Oh, 2, ça serait chouette, je m'en tirerais bien. Non, j'avais toujours l'impression d'avoir fait un management participatif. Je m'apercevrai après que c'était pas vrai. Et on avait travaillé là sur comment est-ce qu'on peut redonner une ambiance qui soit meilleure. Et donc, sur l'exemple des startups, on se dit, on va soigner la façon dont les gens sont traités. Et donc, on commence à travailler sur l'ambiance, donc le bien-être des personnes dans leurs locaux. Alors, il y a plusieurs bêtises qui sont faites à ce moment-là, effectivement. La première, il faut rappeler que la relation client, c'est très fatigant. Ça nécessite d'être accompagné par des éléments favorisant le bien-être, le repos. De toute façon, c'est très prenant, puisque effectivement, on est en lien pratiquement en permanence avec des clients externes, et on a une certaine pression à la fois de la productivité et puis de la façon dont on est plus ou moins bien reçu par les clients qui nous appellent, puisqu'ils appellent pour une difficulté, ils appellent pas pour dire tout va bien, quoi. C'est assez rare. Donc effectivement, il y avait besoin de mettre l'ensemble des collaborateurs dans des dispositions qui soient très favorables pour qu'ils puissent être dans un système agréable. Donc il y a 2 erreurs importantes. La première, c'est de penser à la place des collaborateurs, et donc en pensant qu'est-ce qui va être bien pour eux. Comment je vais faire? Donc en fait, je regarde ce qui se passe dans d'autres boîtes, j'en discute avec un certain nombre de managers et on décide comment est-ce qu'on va faire une belle salle de sieste ou un beau salle de machin ou une salle de sport, etc. Donc décider à la place d'eux. Donc ça, vous l'avez décidé, vous, dans votre coin? Dans notre coin, on était plusieurs dans notre coin, mais enfin, cela dit, on n'a pas été demandé aux personnes qui avaient utilisé exactement ce qu'ils voulaient. Il aurait été beaucoup plus subtil. J'entendais un dirigeant d'entreprise dire récemment, tiens, je vais leur filer une enveloppe et puis ils vont voir comment ils peuvent aménager la salle de pause. Alors c'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore sauf que je vais leur filer une enveloppe, il vaudrait mieux se dire, tiens, il faudrait bien définir le projet ensemble et puis voir ce dont ils ont envie et puis voir après si ça rentre dans l'enveloppe, parce que c'est un peu particulier là aussi, c'est-à-dire qu'on a défini ce dont ils avaient besoin quand même en donnant l'enveloppe. Et donc, ne pas comprendre que finalement, ce qui compte, ce n'est pas tellement le bien-être physique, c'est le bien-être moral. Et ça m'a mis beaucoup de temps. Et comment on le travaille? On va en parler là aussi, encore du teasing dans la dernière partie, dans le débat tous égaux. Lily? Et du coup, vous ne restez pas là-dessus, vous faites des recherches et vous découvrez
la motivation intrinsèque. Et elle repose donc sur 3 fondamentaux. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des études depuis Maslow, qu'on connaît bien généralement avec la pyramide des besoins fondamentaux. Et il y a eu des Vous connaissez recherches. ça ? Vous avez étudié ça, la Oui. pyramide des Oui. besoins ? Oui, Maslow. Il y a eu des recherches, donc, bien sûr, qui ont été faites dans ce domaine, notamment les travaux de Deci et Ryan, donc, qui ont établi en 2000, en 2006, donc, les principes de la motivation intrinsèque. Et donc, quels sont les besoins fondamentaux des hommes et des femmes au travail ? C'est le besoin de trouver son autodirection, de pouvoir décider soi-même quoi faire quand on connaît le sujet. Numéro 1. Premier truc. Le deuxième, c'est de pouvoir avoir le sentiment de se développer et donc de pouvoir apprendre tout le temps. Et le troisième, c'est l'affiliation, c'est le fait de se sentir à l'intérieur d'un groupe. Et donc, ce qu'on fait dans une organisation d'entreprise, c'est à peu près le contraire. On explique aux gens comment faire, on décide quand est-ce qu'ils doivent se former, et puis on met, avec la pyramide hiérarchique, tout un tas de trucs pour expliquer qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres. Donc on est complètement à C'est pas vrai, l'envers ça ? dans le système taylorien du système qui répond aux besoins fondamentaux au travail. Donc si j'avais lu seulement le truc de Deci Ryan, j'aurais rien compris. Heureusement, j'ai lu des livres qui étaient sur l'entreprise libérée ou la pyramide inversée ou tout un tas de choses qui expliquent comment dans l'entreprise cette théorie donc, peut se mettre en place et change complètement le rapport des hommes et des femmes à l'intérieur de l'entreprise. Wenez. Donc vous revenez convaincu des bienfaits de l'entreprise libérée. Et lorsque vous en parlez à votre comité de direction, qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils vous disent à ce moment-là ? Moi, j'ai vu des entreprises qui s'étaient transformées. J'ai vu des gens qui avaient complètement changé leur façon de faire, qui étaient extrêmement heureux, qui avaient des résultats extraordinaires. Et puis, j'avais lu des livres, j'avais rencontré plusieurs entrepreneurs qui étaient partis sur cette expérimentation. J'arrive, j'explique tout ça au comité de direction. Au bout d'une heure, ils m'ont dit, c'est pas possible, il a dû fumer un truc. Il est malade, donc ça va lui passer, il a mal digéré les champignons. Et donc, ils me regardent avec des grands yeux. Oui, ils avaient l'habitude quand même que je leur apporte des idées, mais là, ils se sont dit, franchement, ça va un peu fort. Donc ils ont dit, écoute Christophe, je pense que tu manques de vacances. Il faut que tu partes un peu, tu vas voir, ça va passer. Donc vous repartez en vacances, vous revenez, et là vous vous dites, il faut absolument faire ça, c'était pas une blague. Non, je pars pas en vacances, j'aurais dit, non, regardez, lisez ces livres qui m'ont absolument bouleversé. Allons voir des entreprises, rencontrant du monde, il faut absolument que vous voyez ce que j'ai vu. Il y a un truc incroyable qui se passe dans certaines boîtes. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes amené à gérer des égos. Ça, pour le coup, vous ne l'aviez pas anticipé. En fait, j'aurais dû le penser, parce que ça faisait 4 ans que je travaillais, moi, sur le rapport au pouvoir dans le cadre du dirigeant, ou du manager. Donc, c'était quoi mon rapport au pouvoir ? C'est quoi mes croyances là-dessus ? Finalement, c'est quoi la différence entre le pouvoir sur et le pouvoir pour ? Et j'avais pas pouvoir tout à fait sur les gens, sur les pouvoir gens pour en faire faveur quelque chose. de, Voilà. Et donc, j'avais pas complètement percuté que finalement, c'était exactement la même chose pour tout le monde. Et en me proposant ça, je bouleversais en fait l'ordre établi, et donc je bouleversais effectivement la représentation que les uns et les autres avaient de leur poste. Et donc, pang, on mettait un grand coup de pied dans le piédestal. Ça bouscule, hein. Alors moi, ça m'a bousculé pas mal. Ça vous a bousculé vous-même ? Bah oui. Ouais, à titre perso qu'il déjà. Pardon ? À titre perso déjà, il faut travailler sur soi là quand on passe à un mode d'entreprise libéré. On en dira quelques mots tout à l'heure de cette façon de J'avais concevoir donc le eu management. la chance, effectivement, grâce à des formations avec le Centre des jeunes dirigeants, avec des formations collectives avec d'autres responsables d'entreprise, de pouvoir travailler justement sur le rôle et puis notre personnalité là-dedans et à quoi on servait. Donc, je pensais avoir déjà fait un bon bout du chemin, il m'en restait pas mal. Je pense que cette transformation, c'est plus des collègues qui m'en ont parlé après. On dit, après 3-4 ans, mais c'est incroyable la façon dont tu as pu On changer. n'est plus le même. Qu'est-ce qui a changé ? Le plus gros élément, c'est que j'ai compris que ça servait à rien de décider, que ce qui était important, c'est que l'entreprise avance, et que le mieux, c'est que chaque adulte puisse décider là où il était pour ce qu'il fait. Donc c'est de mettre en place vraiment de la subsidiarité, c'est-à-dire que c'est celui qui fait qui sait. Ce qui veut dire que le patron peut être celui qui se débrouille pour que les choses arrivent, mais ce n'est plus celui qui décide. Et à la fin, ce qui serait bien, c'est qu'il ne décide plus rien. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'être le patron. Donc plus de patron.
Pourtant, ça n'empêche pas d'être le patron, parce qu'à un moment, il faut quand même avoir une vision et être celui qui arrive à garder une cohérence et des valeurs là-dedans. Mais ça demande effectivement de pouvoir accepter que les autres soient plus intelligents, ça, j'avais pas de problème avec ça, mais que je ne puisse ne plus prendre de décision, que les autres puissent prendre toutes les décisions à la place. Et que ça gratte plus. Et que forcément, il fallait travailler sur votre trépignement, parce que il y a des jours, ça doit effectivement... Ça trépigne. Ça, c'est difficile. clair que j'ai beaucoup de mal si pas monter au effectivement on créneau. doit refaire un truc. Je dis tiens, il y a un truc, éventuellement, ça n'irait pas, qu'en pensez-vous Si les gens ne trouvent pas de solution, j'ai une tendance naturelle extrêmement rapide à donner la solution. Wanez, Donc vous mettez tout ça en place au sein d'IMA Technologies et quels sont les résultats? Les résultats au bout de 6 ans, puisqu'en fait ça met beaucoup de temps, puisqu'il y a aussi une posture donc, des personnes qui doit changer, donc il faut du temps pour que ça puisse produire des résultats. D'abord, tout le monde n'y a pas été, tout le monde n'a pas été à la même vitesse, ça n'a pas touché l'ensemble de l'entreprise, néanmoins. Au bout de 6 ans, on ne gagne rien, là on gagne 8 points d'excédent brut d'exploitation, donc 8 points de marge. On a 100% de ce qu'on présente en comité d'entreprise qui est accepté ou qui est signé à la majorité ou à l'unanimité, même pour un plan de départ volontaire, donc une suppression d'activité qui entraînait des licenciements. Donc on a eu l'accord de l'ensemble des élus. On a eu des clients qui étaient ravis de venir nous voir. On a eu même un truc incroyable, puisqu'on a des enquêtes qualité qui sont faites par le client. Au bout de 6 ans, on a eu un client qui a eu, sur le trimestre, il nous a dit, voilà, il y a eu une enquête très bizarre qu'on a faite chez vous. On a eu 100% de satisfaits. Et donc, normal, il y a beaucoup ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est voilà, du résultat de République bananière. Voilà. en fait. Oui, c'est ça. Donc, le client, c'était pour du helpdesk informatique. Le client, c'est la Maïf. C'était pour répondre à tous les soucis informatiques de ses différents salariés. Et là, sur le trimestre, on a eu 100% de satisfaits. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les personnes ont commencé à vivre, à redonner l'énergie à l'intérieur de la boîte en disant finalement, ah, on peut faire des choses ici. Et donc, de retrouver des sourires, des rigolades, des solutions. Et donc c'est ça qui a tout changé. Donc il y a eu de l'innovation, il y a eu des changements de posture qui ont fait qu'on se retrouvait une équipe et non pas une pyramide hiérarchique ou des statuts ou des machins qui ne servent à rien. Quoi. Il arrive ce sentiment d'appartenance à ce moment-là, du coup, pour le... Le sentiment d'appartenance, il arrive à partir du moment où, dans une entreprise, il n'y a pas des signes de pouvoir ou des trucs bizarres qui expliquent qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, et donc, par creux, qu'il y en a qui sont plus stupides que d'autres. Donc forcément, ceux qui se sentent dans la situation plus stupide, bizarrement, ils le prennent mal. Étonnamment. Loïs, dernière question. En 2017, vous quittez Imatech et vous décidez de faire de cette expérience une entreprise. Donc c'est là que naît Sens Collectif en mars 2018 avec 3 de vos associés. Qu'est-ce que propose Sens Collectif ? Sens Collectif, on travaille sur l'empowerment, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut redonner à une entreprise l'envie, le goût de pouvoir faire les choses ensemble. Et donc, c'est de dire finalement, s'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de collectif, s'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas d'engagement, et s'il n'y a pas d'engagement, il n'y aura pas de futur dans les boîtes. Parce que le système est devenu tellement complexe, on est dans un tel bouleversement d'organisation, qu'il va falloir qu'on quitte nos systèmes pyramidaux-tayloriens pour aller à un truc post-taylorien, donc on n'a pas encore tous les... C'est obligé, ça? C'est pas rassurant pour ceux qui aiment le pouvoir, qui aiment l'ascendance, qui aiment décider? C'est vrai, hein, c'est pas forcément rassurant, mais est-ce qu'on peut voir, que ce soit dans les systèmes politiques actuellement, on voit bien qu'il y a des bouleversements, il y a des émergents, il y a des choses qui ne marchent plus comme avant. Tout a changé, notamment avec vous, les jeunes qui arrivaient, qui êtes nés de temps en temps avec Internet, ou juste après, ou juste avant, et ceux qui sont nés après l'existence d'Internet, c'est très évident. Vous avez l'habitude de partager. Votre symbole, c'est le partage sur votre génération Millennium. Et donc, vous savez qu'on peut partager l'information, vous savez qu'on peut travailler en collectivité. Quand vous rentrez dans une entreprise qui ne travaille pas dans ce modèle-là, vous y reconnaissez tellement pas que vous ne voulez plus y rester. Donc, qu'est-ce que va faire l'entreprise? Elle va rester toute seule ou elle va se débrouiller pour pouvoir se mettre en cohérence à la fois avec vous et avec vous en tant que consommateur, puisque vous êtes à la fois les gens qui vont entrer dans l'entreprise et à la fois les consommateurs de l'entreprise. Vous avez noté quelques formules du professeur Collignon. J'ai vu ça dans le conducteur. Quelques expressions. Quelques citations Allez-y. qui nous ont marqués. Donc on a dire, faire rire et faire, fait taire.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette citation? Dire c'est rire et faire c'est taire. Alors, dire fait rire et faire fait taire. C'est-à-dire qu'en fait, on peut raconter beaucoup de choses sur l'entreprise libérée ou l'entreprise holacratique. Ce qui est le plus important, c'est d'essayer. Et si on essaye, on se rend heureux à le faire, on rend les personnes heureux et notre entreprise plus viable, plus durable, et bien effectivement, ça fera taire les critiques ou les rigolards qui diront tiens, ça marche pas. Ouais, enfin, si on essaye, on prend le risque de se tromper. Et les échecs. Ah oui, C'est pas bon pour l'ego, ça. Non. c'est pas bon pour l'ego. Ouais. C'est Thomas Edison qui disait que en fait, une création, c'est fait de 99% d'échecs. Il en a brûlé des bêtises avant de pouvoir faire marcher le filament de ses ampoules. Est-ce que ça, c'est pas une déclaration d'intention dans les faits? C'est quand même difficile à avaler. Ça fragilise les échecs. Alors ça fragilise ou alors ça renforce. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui n'a jamais d'échec va avoir terriblement peur de l'inconnu. Celui qui va avoir eu l'opportunité d'avoir quelques échecs qui ne l'ont pas trop affecté va pouvoir se renforcer et se dire finalement c'est pas si grave. Ce que je pense, c'est qu'une entreprise qui ne fait jamais plus d'erreurs ne peut plus jamais créer. Et donc en fait, elle est vouée finalement à se ratatiner sur elle-même. Une dernière formule qui vous a marqué? Oui, on ne peut pas motiver les gens. Non, on ne peut pas les Pourquoi? motiver. Eh Comment ben, c'est ça? le système C'est de... pas possible. Tiens, Il y a des gens, ils sont payés pour faire ça. Ben oui. Ouais. On va reboucler sur l'histoire de la motivation intrinsèque. Il y a deux formes de motivation. Intrinsèque, c'est-à-dire qui vient de soi, et donc parce que ça remplit ce que je pense être très nécessaire pour moi, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir m'autodiriger en tant qu'adulte, de pouvoir apprendre et de pouvoir bien appartenir à un groupe. Là, ça me donne la motivation à l'intérieur de moi. Il y a une autre solution de dire si tu fais pas ça, tu vas prendre un coup sur la tête. Alors, tant que vous produisez des pièces, vous ramassez des kilos de pommes, à la limite, on pourra mesurer. Mais quand vous êtes dans un modèle où vous produisez avec vos neurones, comme dans une émission de radio, c'est pas en vous appuyant dessus que vous allez produire plus de minutes de radio ou de meilleure qualité. Donc, c'est quand vous en aurez envie, quand votre émotion sera positive, que vous dites « Waouh, chouette, ça va être génial de faire ça ». Et quand est-ce que vous allez dire ça? Et quand vous se sentirez vous-même dans cette position. Certainement pas quand il y a quelqu'un qui va user de la carotte et du bâton. On peut pas changer les gens. C'est le niveau d'en dessous. On peut pas changer les gens. Merci Christophe Collignon de nous permettre de voyager dans votre parcours et puis d'apprendre encore davantage sur des concepts, notamment celui de l'entreprise libérée. On en dira encore davantage lors du débat Tous égaux. Vous avez plein de choses à dire. Merci à vous quatre et à tout de suite avec Jean-Philippe Lanier. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.